Bienvenue mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés, je suis avec Chantal. Merci Chantal de m'accueillir chez vous. Merci Franck, C'est, merci d'être venu. Bah oui, après tous ces transports, ces trucs, c'est la pluie, tout ça, etc. Voilà, on vient, on s'est posé. Nous on s'est rencontrés il y a à peu près un an. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Au Salon Zen. Au Salon Zen, c'était à Paris. Ouais. Ça. Là, moi j'avais cette vraie envie, en tout cas de raconter votre histoire, parce qu'on va parler des rêves. Donc c'est évidemment les rêves, voilà, ça parle à tellement de gens. Et à la fois, on ne sait pas tout, on sait tellement peu de choses sur ces rêves. On les vit tous, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment ça marche? Ça vient d'où? Ça vient d'où ces rêves? Merci Franck pour cet enthousiasme pour les rêves. Alors mon aventure avec les rêves, elle a démarré en 1989. Ok. Voilà, où j'ai rencontré une personne qui travaillait sur les rêves, un psychologue jungien qui travaillait sur les rêves, qui s'appelle Bernard Mirande, auprès de qui je me suis formée. Et puis c'est devenu une vraie passion. Et jusqu'à ce que j'en fasse mon métier, que j'intègre le rêve à mon métier. Et voilà, donc ça fait maintenant depuis 89, donc plus de 27 ans que je travaille sur le rêve. Voilà, alors le rêve, c'est l'expression de l'inconscient. Qu'est-ce qui vous avait toujours... Parce qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rencontré cette personne-là à ce moment-là, à votre avis? Vous savez, c'est Jung qui parle de synchronicité. Ouais. Et la synchronicité, en fait, c'est quand on a un élément inconscient à l'intérieur de nous qui vient rencontrer un élément de la réalité. Donc un fait, une personne. Et le fait que les deux se rencontrent, eh bien, ça veut dire qu'il y a une relation de sens, en fait, entre les deux. Et en fait, c'est une rencontre qui, à l'époque, je ne le savais pas. Moi, j'allais pour voir le rêve. Parce que depuis que j'étais toute petite, je faisais des beaux rêves, des rêves qui m'interpellaient. Donc, je me disais, le rêve, j'étais déjà très connectée au rêve. Ok, déjà toute petite. Voilà, déjà toute petite. Et puis j'avais des expériences en rêve, des expériences de rencontres, des expériences de déjà vécu. Des ressentis très particuliers. Je rêvais déjà de rencontres avec des êtres qui allaient m'aider. Ça c'était des rêves récurrents. Je rencontrais des gens qui allaient m'aider, un petit peu comme des anges gardiens. Ouais, c'est ça. Voilà, donc qui étaient très présents. Voilà, et en fait, je ne savais pas que tout ça, ça allait me mener à me conduire dans un grand chemin, un vrai chemin, qui allait même devenir un chemin professionnel. Donc il y a eu cette rencontre, et donc, puis, vous vous êtes formée. Et puis après, je me suis formée, et puis je continue toujours d'ailleurs à me former. Je fais partie de 2 groupes de recherche jungiens, où on travaille différentes thématiques. Il y en a un, c'est vraiment centré sur le rêve, et puis un autre, c'est plus sur d'autres aspects de Jung, comme la synchronicité, comme des choses liées au métier de la psychothérapie, en fait. Voilà, et puis avant, j'avais un métier en entreprise. Voilà, ça a duré 15 ans quand même, jusqu'à ce que je décide de me consacrer à l'humain. D'accord. Voilà, donc parce que c'était vraiment ma passion, c'est les gens, les rencontres, l'autre. Et en entreprise, on fait des trucs sympas, mais on fait aussi du chiffre, quoi. Donc c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler en groupe avec les gens. Voilà, mais pas en surface, vraiment. Et puis là maintenant, je suis heureuse d'être avec les gens, d'être pour les gens, d'être là pour eux, d'être à leur écoute. Et puis je travaille avec les gens aussi, avec leurs rêves. Donc là, c'est rentrer dans des portes, plein de petites portes de l'inconscient des autres, et de rentrer dans leur domaine. Et là, on trouve un monde de magie.
Alors là, il y a des mots qui sont intéressants. On parle de magie, on parle d'inconscient. Ouais. Le rêve, il est lié à l'inconscient? Ah oui, complètement. En fait, c'est Freud, le premier qui a parlé du rêve, en disant qu'on avait besoin de rêver parce que c'était une façon de défouler, de faire un exutoire pour des choses qui étaient en nous, inconscientes, mais refoulées. Voilà, Rejeté, en fait, rejeté ou bridé, brimé, on n'ose pas, voilà, des désirs qu'on a de tout, mais qu'on n'ose pas faire dans la réalité, donc on les fait dans le rêve, où on exprime des choses dans le rêve qu'on n'ose pas exprimer dans la réalité. Et Jung, donc, qui est un psychologue aussi qui est arrivé un petit peu après Freud, ils se sont rencontrés, mais voilà. Lui, il a vraiment ouvert le champ du rêve en disant que le rêve, c'est pas que l'expression de refoulement, mais c'est carrément un portrait, un peu comme si on prenait plein de photos ou plein de vidéos de notre inconscient, c'est-à-dire de notre totalité, de ce que nous sommes en totalité, pas que simplement ce qu'on exprime avec notre raison, avec notre logique, mais toute la totalité de notre être. En fait. C'est gigantesque. Donc c'est gigantesque. Donc le rêve, ça nous amène à travailler sur plein de sujets. Parce que on a l'histoire à travers le rêve, on va avoir la personne qui se raconte dans son histoire familiale, qui se raconte dans son histoire professionnelle, dans ses talents, dans sa créativité. Donc voilà, le rêve, il parle de tout et il n'a pas de limite. Alors moi j'ai plein de questions, puis, parce que je me dis aussi que les gens qui sont derrière, qui nous écoutent, auraient aussi plein de questions. Ouais. Et c'est vrai que le rêve, c'est magique, on le dit. Et moi, j'ai une première question qui me vient, c'est est-ce qu'on rêve tout le temps? Oui. Parce que parfois, on se souvient de nos rêves, parfois, on ne se souvient pas, mais est-ce qu'on rêve tout le temps? Est-ce qu'on rêve toutes les nuits, par exemple? Oui, alors en fait, notre sommeil est divisé en différentes sinusoïdes. Et on a des phases de sommeil profond. Donc là, c'est du gros sommeil où on récupère. Et des phases de sommeil paradoxal. Donc là, c'est un sommeil beaucoup plus léger. Et c'est le sommeil dans lequel on rêve. D'accord. Et là, il se passe plein de trucs. On peut le voir. Et on sait à quel moment on sait, par exemple, de la nuit, où c'est cette partie-là où on peut commencer à rêver? Est-ce que c'est juste au coucher? Est-ce que c'est... C'est plutôt une fois qu'on a terminé le sommeil profond. D'accord. Donc là, on repasse en période plus léger. Et on peut le voir aussi, on a des petits mouvements oculaires à ce moment-là. Et c'est là où on rêve. Et globalement... On a sur une nuit de 8 heures, on a 5 phases comme ça. Donc potentiellement, on pourrait avoir 5 tranches de rêve. D'accord. 5 fois des tranches de rêve. Ok. Sauf qu'en général, on se souvient plutôt des rêves juste avant le réveil. Ou alors une espèce de vague souvenir. Ou des vagues souvenirs. Voilà, on sait qu'on a rêvé de quelque chose, mais on ne sait plus trop. Ouais. Voilà, et donc c'est ce sommeil-là qui engendre les rêves. D'accord. Et alors ce qui est fou, c'est que quand on rêve, les choses sont très très concrètes finalement pour nous dans le rêve. Mais je pense que, j'imagine que les gens sont déjà amusés à faire ça, c'est-à-dire que quand on se réveille, on se dit « Ah, j'ai envie de tout noter, quoi !» Oui. Et d'un seul coup, on a l'impression que cette histoire-là qui est là, ça se dilue, on ne sait plus, quoi. Il y avait, je sais pas, on arrivait d'une personne ou même on voyait quelque chose, puis d'un seul coup, c'est plus concret, quoi. On n'arrive plus à le décrire, quoi. Oui. Alors c'est sûr qu'on rêve tous, mais après, ce qui peut nous échapper, c'est le fait qu'on ne s'en souvienne plus, quoi. Voilà. Donc plus on va être rapide à noter des petites choses au réveil, plus on va s'en souvenir. Parce que sinon, le rêve, il peut être assez fugace et puis s'envoler, quoi. Voilà. Et les choses que l'on va rêver, alors il y a des rêves qui marquent plus que d'autres. Et puis il y a des rêves qui sont plus symboliques que d'autres. Donc on va avoir un petit peu plus de mal aussi à le capter parce que ça va être moins concret. Mais quand on a l'habitude de noter ses rêves ou de s'en souvenir...
Voilà, c'est une habitude qu'on prend aussi. Hein, alors, on parle, là j'ai une autre question qui me vient, on parle de rêves prémonitoires. Ouais. Est-ce que c'est des choses qui existent? Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut par exemple rêver de choses qui sont passées, qu'on n'a pas connues, ou des choses qui ne sont pas encore arrivées en fait? Oui. C'est mystérieux tout ça. Ouais, super question. Ouais. En effet, parce que en fait, dans l'inconscient, on a notre totalité. Et dans notre totalité, on a des choses enfouies du passé. Et puis on a toutes les potentialités de l'avenir. En fait, dans l'inconscient, le temps n'est pas linéaire, comme dans notre vie consciente, où on a le matin, l'après-midi, le soir. Non, dans l'inconscient, tout est en même temps. Et donc, ça veut dire qu'on retrouve dans les rêves des choses du passé très enfouies. Par exemple, on retrouve souvent dans les rêves des choses qui se sont passées dans le ventre maternel. Donc là, le petit bébé, il n'était pas du tout conscient de ce qui se passait, mais ça a été enregistré. Les cellules se souviennent finalement. Ouais. Et donc, par exemple, quand il y a eu des choses au niveau de l'accouchement, par exemple, le rêve, il en parle. Et après, la personne, elle se dit, tiens, pourquoi j'ai rêvé de ça, voilà. Et elle demande à ses parents, et sa mère va lui dire, oui, au moment de l'accouchement, j'ai bien eu ça, voilà. Et puis après, on a le rêve prémonitoire, donc par rapport à l'avenir. Et là, il y a des exemples assez étonnants. Par exemple, pour vous donner un exemple très personnel, donc moi, je suis installée ici depuis 12 ans. Ok. Et donc, comme je vous disais, je fais partie d'un groupe de recherche où on se réunit tous les 2 mois pour travailler les rêves, etc. Donc, on est amené à faire des recherches sur des rêves sur plusieurs années pour voir les évolutions qu'il y a eu. Et donc, j'ai retrouvé des rêves que j'avais fait il y a 20 ans. Et j'ai trouvé exactement, sur un rêve, la description exacte de mon adresse, de là où je suis maintenant. Où je disais, je sors du métro, Sancier-de-Bonton, je descends la rue Mons. Ah ouais, le truc, mais impressionnant. Quand j'ai retrouvé ce rêve, parce que moi je les note depuis que je travaille sur mes rêves, je les note mes rêves. Et donc je me rappelais plus du tout que j'avais rêvé de ça. Quand je suis tombée là-dessus, waouh! Voilà, donc ça c'est un exemple personnel, mais il existe plein d'exemples. Oui, d'anecdotes, j'imagine. D'anecdotes. Par exemple, donc j'organise des stages où les gens viennent avec leurs rêves, etc. Et en général, ils rêvent de quelque chose qui se passe pendant le stage. Alors qu'ils ne le savent pas du tout. Ils viennent avec des rêves qui ont eu lieu avant le stage. Et que là, il y a des petits détails, de choses, des anecdotes qui se passe pendant le stage. Et c'est là où on voit le côté merveilleux de l'être humain, en fait. Parce qu'on voit que on a une connaissance absolue, quoi. Oui, et puis une dimension qui est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine, quoi. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que... parce qu'il y a ce côté merveilleux, mais est-ce qu'il y a des techniques à utiliser pour... alors, non pas orienter nos rêves, c'est pas possible, mais... justement, mieux les comprendre, est-ce qu'il y a des outils par rapport à ça? Oui, justement, les outils, ça fait partie des stages que je propose. Donc, où on travaille la symbolique des rêves. Donc, les symboles, parce que ça maintenant, c'est acquis qu'en fait, le langage du rêve, c'est un langage symbolique. C'est-à-dire que pour s'exprimer, on passe par l'intermédiaire de symboles. Alors il y a des symboles qui sont plus faciles à décrypter que d'autres, et puis il y a des symboles qui sont un petit peu plus mystérieux. On va dire, tiens, mais pourquoi j'ai rêvé de ça, c'est bizarre. Voilà, alors par exemple, et on a des symboles qui sont universels. Mais après, une fois qu'on a le symbole universel, par exemple, si on rêve d'un lion, par exemple, le lion, c'est la force. C'est la force, c'est la force solaire, c'est le rayonnement. Après, une fois qu'on sait ça, ce qui est intéressant, c'est de voir la personne qui rêve de lion, qu'est-ce qu'elle en fait du lion dans son rêve? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle est en train de se battre avec le lion?
Est-ce qu'elle est en train d'apprivoiser le lion? Est-ce qu'elle est en train de courir après le lion? Et donc après, on va voir dans l'univers personnel de ce rapport cette avec personne, cette symbolique en fait. le rapport avec cette symbolique. Si elle se bat avec le lion, c'est peut-être qu'elle est en train de se livrer un combat, hein, où il y a des forces intérieures en elle qui sont en train de se livrer combat. Hein, ou alors si elle est en harmonie avec le lion, bah, ça veut dire qu'elle a développé une puissance intérieure qui est très forte, qui va lui permettre de rayonner. Voilà, donc on va jouer comme ça. Est-ce que ces symboles-là, par exemple, est-ce que c'est toujours une partie de nous? Oui. Ou c'est quelque chose qui est extérieur à nous? C'est toujours une partie de nous? Alors, dans les rêves, on a toujours, ça parle toujours de nous. D'accord. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est par exemple quand on rêve, j'ai rêvé par exemple que j'étais au restaurant avec mon patron. Voilà, on va dire ça. Donc, on va se poser la question, mais est-ce que le rêve, il est là pour parler de moi avec mon patron de la réalité, ou est-ce que le patron, il est qu'un symbole? D'accord. C'est-à-dire, si le patron, il est un symbole, c'est le travail. c'est, voilà, ça va être le travail, ou ça va être qui est mon patron. Dans l'histoire familiale, le patron, c'est le père. Le patron de la famille, ou la mère, si la mère a été plutôt dans le rôle du patron. Et dans mon histoire personnelle, le patron, bah, c'est moi. Hein, c'est mon guide intérieur, c'est mon maître intérieur, c'est mon propre patron. C'est la relation que j'ai avec justement cette partie de moi qui est mon chef, quoi. Qui est mon chef. Ouais. Voilà, tout à fait. Ce que Jung a appelé le soi. Donc cette partie très guide, très forte. Donc être au restaurant avec son patron, ça peut coder des choses sur mon travail. Par exemple, est-ce que dans la réalité, je m'entends bien ou pas avec mon patron? Si je m'entends pas bien avec lui, bah, le fait d'aller au restaurant avec lui, va dire, bah tiens, inconsciemment, je souhaite quand même... Ça va peut-être régler des choses. Ça va régler des choses, je souhaite avoir une meilleure relation. Voilà, ça va être le symbole aussi du patron, mais du patron par rapport à moi. Si je suis en train de manger avec mon propre patron, bah, ça veut dire que je suis en train d'alimenter ma fonction patronne, et que j'ai envie de faire grandir mon patron. Oui, la nourriture finalement, voilà. La symbolique de la nourriture. La symbolique de la nourriture. Voilà, donc on a toujours à multiples niveaux, à la fois des choses qui disent des choses de soi-même, et au final on parle toujours de soi, puisque c'est nous qui rêvons, et des choses qui correspondent aussi à notre environnement, à notre univers. Donc ça veut dire qu'une interprétation de rêve, elle peut se faire avec un décodage des symboles, mais elle se fait toujours avec la personne qui rêve aussi. Parce que c'est elle qui connaît son histoire, son vécu, et qui va faire des liens entre son vécu et les symboles. Voilà. Et en tant qu'analyste de rêve, moi je suis là pour donner des décodages de symboles, aider la personne à se poser des questions, émettre des hypothèses, et dire par exemple, bah, peut-être que ça parle de votre relation avec votre père, par exemple. Ah bah oui, ça me parle bien, ça, parce qu'avec mon père, blablabla, voilà. Donc c'est comme ça qu'on procède. Et par rapport au symbole universel, on va aussi s'aider des grandes mythologies, des grandes traditions. Par exemple, si on rêve de personnes qui volent, par exemple, on va voir ce que le rêve raconte, mais ça peut faire penser au mythe d'Icare, par exemple. Ou si on parle de mort et renaissance, on va penser au phénix. Et puis il y a même des fois des rêves qui parlent directement des mythes. Par exemple, ou des légendes, des contes, des légendes, par exemple. Sans que les personnes soient dans ce domaine-là. Même si on a tous une mémoire collective, mais sans qu'il y ait un souvenir... Voilà, c'est ça, c'est fabuleux. Et parce qu'on a tous, en nous, on est porteur de cette... vous avez dit le mot très juste, on est porteur de cette mémoire collective de l'humanité.
Et c'est ça qui est beau avec le rêve aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on est tous reliés en tant qu'être humain. On partage tous un même patrimoine, on partage une histoire et on partage une humanité en fait. Et on est tous porteurs de cette humanité. Et ça, c'est vraiment beau. Carrément, carrément. Alors moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on a tous la même sensibilité, la même capacité à avoir, pas des dons, mais en tout cas, cette possibilité d'avoir des rêves prémonitoires ou de revenir dans le passé? Est-ce qu'il y a des périodes dans notre vie, par exemple, où on va être plus enclin à aller vers ça, ou est-ce que... Comment ça marche, ces histoires-là? Ouais, compliqué peut-être d'y répondre, mais... Ouais, enfin, on a tous des capacités... D'accord. On a tous des capacités énormes. Après, ce qui est peut-être différent, c'est est-ce que les gens ont envie de les écouter, ces capacités? Est-ce que les gens ont envie de donner une voix à ces capacités? Est-ce que les gens ont envie de se souvenir de leurs rêves? Parce qu'on parle aussi dans notre jargon un peu plus psy de mécanismes de défense. Et un des mécanismes de défense, c'est de ne pas trop aller voir ce qui se passe en soi. On met ça dans une boîte, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, par exemple, le fait de ne pas se souvenir de ses rêves, ça peut être un mécanisme de défense pour ne pas aller trop voir sur qui nous sommes, finalement, au fond de nous. Mais on a tous des capacités d'intuition. Voilà. Après, c'est quelle est notre volonté de développer ça. Alors bon, il y a des gens qui sont un peu plus intuitifs que d'autres, quand même. Mais on a tous. On a tous. Alors, du coup, je me dis, est-ce que les rêves, c'est plutôt la nuit, mais quand on parle d'intuition, est-ce qu'on peut imaginer ce rapport avec, notamment avec l'hypnose ou ces techniques-là d'auto-hypnose, où on a l'impression d'être un peu dans un espèce de rêve éveillé? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou pas? Alors, moi je travaille sur les rêves nocturnes. Il existe des rêves éveillés aussi. Donc là où on va être plus dans le guidage de nos rêves, faire sortir des choses. C'est une autre technique. Et sinon, on a la technique, enfin tout ce qui amène des visions est complètement complémentaire aux rêves. C'est-à-dire qu'on va... Mais non, on est dans le même univers finalement. Oui. D'accord. Même univers symbolique. Oui. Finalement, c'est deux expressions de l'inconscient qui prennent des voies différentes, des voies d'expression différentes. Le rêve, il s'exprime par le rêve, par les images, etc. Et puis, on peut avoir des visions qui correspondent aussi à des choses inconscientes qu'on projette. Alors c'est vrai que parfois on a l'impression, on se lève le matin, on dit, je suis complètement fatigué, que le cerveau a dû travailler finalement une bonne partie de la nuit et que vraiment pour le coup on a peut-être, vraiment ça, il y a eu du travail, il y a eu un mécanisme qui s'est fait qu'on s'est peu reposé, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça peut être deux choses. Une première chose, c'est une chose physiologique, c'est-à-dire que on a plus ou moins montré que le cerveau il a besoin de travailler comme ça la nuit pour se remettre un petit peu en oxygénation, mettre un peu à zéro, quoi. Un reset, quoi. Voilà, un reset, exactement. Donc donc ça c'est effectivement, il y a vraiment des choses qui se passent et on a besoin de ça. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on coupe le rêve à des gens, quelques mois après, ils meurent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas vivre sans rêve, quoi. Même qu'on s'en souvienne ou pas, c'est une chose, mais le rêve a vraiment une fonction importante de nettoyage, quoi. Voilà. Et la deuxième explication, elle est un petit peu plus psychologique. Ça peut être qu'effectivement, il y a un sujet qui nous travaille particulièrement et qui vient dans le rêve s'exprimer de façon très forte pour nous dire, là, faut que tu t'en occupes, là, ça commence à vraiment te chauffer, quoi. Donc il faut
faut regarder ça. Hein, parce que le rêve nous indique aussi ce sur quoi on doit... Le chemin à suivre aussi. Ouais, tout à fait. On a l'impression, alors peut-être que c'est un parti pris, mais est-ce que les enfants sont beaucoup plus... parlent beaucoup plus facilement des rêves, de ce côté intuition? C'est vrai que souvent on nous dit bah, j'ai un ami imaginaire, etc. Par exemple. Est-ce qu'ils sont vraiment plus enclins au-delà d'analyser, mais de suivre davantage leurs rêves? Oui, alors si on regarde les différentes fonctions de notre conscient, inconscient, préconscient, il y a un terme, je crois que c'est Freud qui en a parlé le premier, il parle de surmoi. Et le surmoi, c'est un petit peu comme les fonctions qui viennent nous dire fais ceci, fais cela, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Voilà. Et en tant qu'adulte, eh bien, on a été façonné avec notre conscient, notre inconscient, et puis ce surmoi, où on nous a dit, bon voilà, ça se fait pas d'eux, ça se fait d'eux, voilà. Donc on est des fois un petit peu moins proche de notre nature spontanée et créative, parce qu'on nous a donné des conditionnements de dire il faut faire ceci, faire cela, des étiquettes, quoi. Voilà, des limites. Alors que les enfants, ils sont un peu plus sans limite, quoi. Et donc leur inconscient, il est peut-être moins bridé que nous, en tant qu'adultes. On se dit, oh là là, mais j'ose pas parler de ça, j'ose pas dire ça. D'accord. Voilà. Et jusqu'à quel âge un enfant est plus... Après, je sais pas, mais jusqu'à l'adulte, jusqu'à l'âge adulte. Après, ça dépend du conditionnement, de la vie aussi de la vie de l'enfant, oui. D'accord. Et puis sa personnalité, c'est difficile de généraliser. Mais l'être adulte, c'est un peu mis des frontières et des barrières. Donc on rêve jusqu'à n'importe quel âge? Ah oui, on rêve tout le temps. Oui, moi dans mes stages, j'ai des gens qui ont 70 ans et qui viennent, qui travaillent sur eux, qui amènent leurs rêves et qui découvrent encore plein de choses dans leurs rêves. C'est génial. Donc c'est génial. Carrément. Ouais. Et c'est vrai que c'est des âges aussi où les gens ont du temps pour eux, à se consacrer à eux, à leurs soins. Voilà, parce que c'est vrai que travailler sur ses rêves, c'est s'occuper de soi. Et alors, je vais vous poser la question, les ateliers que vous faites, est-ce que du coup, on peut venir, est-ce qu'il faut venir seul? Est-ce qu'on peut venir par exemple en famille? Est-ce qu'on peut imaginer analyser ses rêves en famille? Ça peut être ça aussi. Oui, alors, oui, ça arrive. Voilà, c'est plus rare? Ou les gens viennent plutôt seuls par exemple? Ou comment ça alors, en général, les gens viennent plutôt seuls. D'accord. J'ai quelques personnes qui viennent en couple. Voilà, alors c'est très amusant parce qu'on voit comment les rêves d'une personne du couple et puis de l'autre personne, comment elles se font écho. Ils se répondent à travers leurs rêves. C'est voilà. Une vraie résonance. Ouais, une vraie résonance. Et puis j'ai déjà fait des stages avec une famille complète. Et c'est très amusant de retrouver des détails dans les rêves des uns des autres. C'est très sympa. C'est très sympa. Et puis pour une famille, c'est rigolo, quoi. C'est une activité qui est partagée en famille. C'est un très bon moment, quoi. Ouais. Et puis un moment léger et frais aussi. On plonge dans l'univers du rêve. C'est un peu comme un jeu, finalement. Oui, parce qu'on peut avoir aussi l'idée de se dire, mais tu sais, si tu commences à toucher au rêve, oh là, il faut pas aller vers ça. C'est ce qu'on disait il y a 2-3 minutes. Et en fait, il faut partir sur ce côté aussi léger, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir la psychologie des profondeurs, comme Jung a pu en parler, où là, on va aller rencontrer un petit peu ces démons intérieurs, les choses qui nous ont blessés, voilà. Mais aussi, on va aller voir tout le côté merveilleux. Et ça, le rêve, il est nos limites là-dessus. Nos limites. Alors c'est vrai que c'est bien de travailler sur ses blessures parce que ça fait avancer.
Mais il ne faut pas rester que à ça, quoi. Ouais. Une fois qu'on a compris, ok, on a eu des blessures, ok, après on passe à autre chose. Ouais, à la beauté aussi. À la beauté, voilà. Ouais. Et là, on va plutôt à la découverte de tous les bienfaits que l'on peut s'apporter, tout ce qu'on peut mettre en place, développer. Voilà, donc là, c'est... Et là, on touche le côté beaucoup plus positif, gai. Voilà. Donc ça, le rêve amène à ça et c'est vraiment c'est super riche, quoi. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question, alors qui est un peu décalée par rapport au rêve, mais qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? C'est quoi vos envies demain? C'est quoi vos projets par rapport à tout ce que vous mettez en place? Encore, j'ai l'impression qu'il y a encore 1000 choses à mettre en place, mais Ouais. qu'est-ce qui vous fait vous vibrer dans ce que vous faites? Peut-être continuer mes ateliers, continuer mes accompagnements, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent aux rêves, que finalement par rapport... c'est vrai que je trouve et puis on a des événements aussi qui font que la période est un petit peu morose. Et le rêve, ça amène à tellement d'optimisme. Ouais. Parce qu'on découvre l'immensité de notre nature, quoi. Et ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui soient sur cet aspect-là, quoi, ouais. d'être dans l'optimisme, dans voir le côté positif de l'homme. Ouais, un côté thérapeutique, quoi, finalement, mais ouais. Voilà, soin, amour, quoi. Ouais, voilà, amour universel, humanité, voilà, ça serait vraiment, c'est un beau rêve. Ça serait un beau rêve, mais voilà, c'est... Voilà. Peut-être qu'il suffit de le dire pour que ça arrive. Hein. Avec la loi d'attraction, peut-être voilà. que... ouais. Je suis super content. Et à la fois, on a encore tellement de choses à se dire. Et vous avez tellement encore de choses à découvrir. Moi le premier, c'est... alors, quelque part, venez aux ateliers de Chantal, quoi. Venez la découvrir autrement et venez à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais, à la rencontre de votre trésor intérieur. Ouais, et quand je fais le geste, et à la fois on se dit, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est plus bas au niveau du ventre? C'est difficile aussi de dire à quel endroit finalement on rêve, nos intuitions, nos... Ouais, en fait je dirais c'est corps, âme et esprit. Ouais. C'est-à-dire qu'on a à la fois les sensations corporelles, les émotions, voilà, l'âme avec les sentiments, donc tous les aspects d'amour et de relation aux autres, et puis l'esprit aussi bien côté intellectuel, le décryptage du symbole, que le côté spirituel aussi. Pour voir que on est aussi des petits magiciens sur plein de choses. Voilà, donc c'est très très complet. Et puis si on regarde l'énergétique aussi, on voit que l'énergétique, elle concerne un petit peu tous les aspects du corps, du subtil. Voilà, donc on est mobilisé, on va dire... sur le plan de l'énergie, c'est de l'énergie psychique, mais qui nous mobilise entièrement. Oui. On est en même temps ancré et en même temps... Ouais, c'est ça. Tout à fait ça, ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on fait dans le rêve, c'est le lien entre l'ancrage sur Terre et puis des choses un petit peu plus imaginaires, envolé, échappé. Échappé, on en reparlera un peu plus tard, échappé. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? J'ai envie de vous laisser un peu le mot de la fin, c'est vrai que c'est... D'accord. Plein de choses, mais... Bien, merci pour ce moment avec vous, Franck. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que le rêve, il nous emmène à la découverte de notre monde intérieur et du monde aussi. Du monde par tout ce qu'on a fabriqué dans nos cultures, dans nos mythes, dans nos traditions, dans nos métaphysiques. Voilà. Et ça, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage et voilà. Et je suis heureuse de le partager avec plein de gens. Super. On va rappeler la date de votre prochain atelier sur les rêves. Est-ce que vous l'avez en tête?
Alors, j'en ai plusieurs. Pour ceux qui veulent me suivre. Si on ne regarde que les rêves, c'est au mois de novembre. D'accord. Du 4 au 6 novembre, je démarre un nouveau cycle. Ouais. Si c'est en collaboration avec... je travaille aussi avec une art thérapeute. Et donc, on travaille sur à la fois la peinture et le rêve. Super. Voilà, et les métamorphoses. Et là, c'est en septembre. D'accord. Le 21 septembre. Prenez les dates, hein, réservées, Voilà. parce que est-ce que c'est limité du coup en nombre de personnes? Ça commence les réservations au départ? Oui, c'est plutôt 8 personnes. D'accord. 8, Ok. on peut aller jusqu'à 10, mais bon, c'est pas très conseillé si on veut avoir du temps pour chacun. Voilà, et puis sinon, toutes les dates sont mises à jour sur mon site internet. Bon, C'est on chantalmonto.com, voilà, et puis on sur mettra votre site également. sur le site également. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup Chantal. Merci, Franck. C'était un grand honneur. C'était chouette, super. C'était voilà, on a pris le temps qu'on nous a donné finalement. Ouais. Merci à vous derrière qui nous avez suivis encore pour cette nouvelle rencontre à chaque fois différente. Et on vous embrasse et voilà, soyez à l'écoute de vos rêves, de votre intérieur, quoi. Et voilà, tout simplement. Et faites de beaux rêves. Et faites de beaux rêves, voilà. À bientôt mes chers amis, on vous embrasse. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.